Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Assure TV. Aujourd'hui, au sommaire, le management. Le management que nous allons aborder dans une série de plusieurs émissions de seulement 15 minutes, oui 15 minutes, pour maximiser son potentiel managérial. Alors, le management est un domaine complexe qui a évolué avec le temps et les défis du monde moderne. Aujourd'hui, les dirigeants doivent faire face à une multitude de défis, tels que la gestion de l'innovation, la prise en compte de la diversité et de la culture de l'entreprise, la gestion de la main-d'œuvre mondiale, la gestion de la technologie, la compréhension des tendances du marché en constante évolution. Les managers doivent donc être en mesure de naviguer dans ces eaux complexes tout en veillant à atteindre les objectifs de l'entreprise et à soutenir le développement de leur personnel. Voilà qui nécessite une combinaison de compétences en matière de communication, de résolution de problèmes, de leadership et de gestion du changement. Alors pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Vous êtes le fondateur d'IMX France-Afrique, expert en solutions innovantes en matière de ressources humaines. Vous êtes membre de l'Institut d'axiologie Robert S. Hartmann et conférencier professionnel labellisé AFCP. Vous êtes chef d'entreprise depuis l'âge de 20 ans et dès 1999, vous intégrez la Chambre française de commerce et d'industrie de Casablanca, ce qui vous fait entrer de plein pied dans l'univers de la formation. D'ailleurs, vous assumerez les fonctions de directeur de l'Institut français de formation qui en dépend pendant plusieurs années. Alors, votre actualité, c'est l'écriture actuellement, l'écriture d'un livre sur le management authentique. Eh bien voilà ma première question. Qu'est-ce que le management authentique? Parce que le management n'est pas habituellement ni naturellement authentique peut-être. C'est une très bonne question parce que je me la suis posée souvent, notamment à chaque fois que je traversais des universités, que j'entendais de grands conférenciers interpeller les étudiants, les futurs leaders de demain et leur proposer de savoir se vendre. Sachez-vous vendre, sachez-vous vendre, sachez-vous vendre. Et là, je me suis dit, mais si on doit tout le temps chercher à savoir se vendre, où est-elle l'authenticité? Et je me disais, ce sont les futurs leaders de demain. Donc ça m'a vraiment interpellé et je me suis aperçu que très rapidement, ces jeunes intervenaient dans la vie active avec une armure et ils se présentaient chez leurs recruteurs avec une armure, ce qu'on appelle le style adapté, pour savoir se vendre. Donc j'ai préféré rajouter une phrase qui me paraissait importante: sachez aussi offrir ce que vous êtes. Sachez d'abord offrir ce que vous êtes. Ce qui est beaucoup plus naturel. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus donc authentique, et puis ça favorise le travail des recruteurs pour rapprocher, pour optimiser l'adéquation poste-personne et ne pas être dupe. D'autant plus qu'en faisant cela, on va optimiser le résultat, et en optimisant le résultat, eh bien évidemment tout le monde est gagnant, l'entreprise comme les candidats, mais on optimise le résultat grâce au management authentique sans forcer. Sans forcer. Alors, on a bien compris que vous défendez ardemment ce management authentique, mais qu'est-ce qui vous motive à ce point? Je crois que ça remonte il y a longtemps déjà, mais il y a eu une étape importante lorsque j'avais une trentaine d'années. J'avais monté une entreprise de production de plantes, de transformation de végétaux, et à un moment donné, j'ai eu besoin de la faire décoller au niveau national. J'ai donc demandé à des actionnaires de me rejoindre. Nous avons bien travaillé ensemble. Et je leur en veux pas du tout pour ce qui va suivre, parce que, effectivement, grâce à eux, je suis là aujourd'hui à pouvoir vous parler du management authentique. Mais simplement, 2 ans à peu près se sont écoulés, et ils m'ont demandé à un moment donné si je voulais bien changer de mode managérial. Ils ont qualifié le mien de management bienveillant. Je voyais pas en quoi ça pouvait être un reproche, mais j'ai pris une grosse gifle parce qu'ils m'ont vraiment proposé un chèque pour partir, quoi. Alors c'était un petit chèque, c'était pas un gros chèque. Mais effectivement, j'ai retenu ça comme une leçon. Le management bienveillant n'est pas forcément ce qu'attendent toujours les dirigeants. Premier point. Et puis, si je remonte plus en arrière, que lorsque j'avais 14 ans à peu près, vous connaissez sans doute ce documentaire en noir et blanc qui a été tourné dans ces époques-là, hein, je vous parle des années 75, hein, puisque j'ai aujourd'hui 63 ans. Eh bien, il y avait ce documentaire qui s'appelait Nuits et brouillards. Oui, absolument. Voilà. Qui a fait la renommée, évidemment, malheureusement, de ce qui s'est produit pendant la guerre et après-guerre.
Et on voyait ces bulldozers en train de transporter des corps humains décharnés et de les déposer dans des fosses creusées à la va-vite. J'avais 14 ans. J'ai été extrêmement marqué et je me suis posé la question du pouvoir, du bien et du mal. Alors, je suis pas le seul. Je travaille, moi, avec des outils qui ont été fondés par des spécialistes de ce type de questions au niveau neurologique, au niveau affectif. Mais simplement, je me suis dit, il y a 3 sortes de pouvoir. Il y a le pouvoir sûr, que nous connaissons bien, c'est celui le plus courant. Il y a le pouvoir contre qui va être généré par ce pouvoir sûr. Le pouvoir contre n'a qu'une envie, généralement, c'est de devenir à son tour du pouvoir sûr. Et je me suis dit, il n'y a qu'une bonne façon de pratiquer le pouvoir, c'est le pouvoir pour. Voilà. Et à partir de là, eh bien, j'ai découvert que le management authentique permettait à tout un chacun, manager et manager, de pratiquer le pouvoir pour. En réalité, je suis ton supérieur, N+1, mais je ne te suis pas supérieur. Mais justement, l'avez-vous trouvé cette façon d'exercer le pouvoir pour, justement, et de quelle façon? Oui, je l'ai trouvé grâce à ce petit chèque qu'ils m'ont offert, qui m'a permis de prendre des vacances. Il y avait des pays d'Afrique du Nord que je n'avais pas visités. J'en ai profité pour les visiter avec ma famille. Ça a été assez extraordinaire parce que, comme tous les Français expatriés à l'étranger, il se produit toujours des opportunités professionnelles assez incroyables que l'on n'aurait peut-être pas en restant chez soi. Ça a été mon cas. Et j'ai pu, à partir de ce moment-là, rentrer de plein pied dans la formation continue et j'ai pu diriger pendant plusieurs années un centre de formation continue important qui avait un portefeuille d'entreprises très important, environ 3000 entreprises, mais chaque année, ce centre de formation continue gérait des centaines de plans de formation. Et puis là, dans ce contexte-là, évidemment, on m'a demandé à un moment donné d'investiguer dans les outils psychométriques qui étaient les plus performants, les plus pertinents, parce que la peur d'un dirigeant quand il investit dans ces outils-là, c'est de jeter l'argent par les fenêtres s'il ne s'agit que de développement personnel. On est d'accord. Voilà. Mais s'il s'agit de développement fonctionnel, ça donne tout à fait autre chose. Alors voilà qui change tout, passer du développement personnel au développement fonctionnel, mais qu'évalue ce genre d'outils dits psychométriques? Alors, vous avez des centaines d'outils aujourd'hui, puis il y a eu des centaines de livres sur ces outils, et il y en aura encore des centaines dans l'avenir. Mais en ce qui me concerne, je sais que je recherche toujours ceux qui évaluent les préférences des collaborateurs, mais pas seulement les préférences au travail, aussi les préférences naturelles, puisque nous disions tout à l'heure que le nectar se trouve dans l'authenticité. Le nectar d'une personne se trouve dans son naturel. Donc, ces outils-là, parmi les plus pertinents, peuvent évaluer, par exemple, les comportements préférés des personnes. Alors, les comportements préférés des personnes, ça sert à quoi? Simplement, dans l'entreprise, une fois que vous avez identifié les comportements préférés d'une personne, elle peut s'adapter à d'autres comportements. Mais ces comportements préférés sont ceux avec lesquels elle va vouloir toujours réaliser ses tâches et ses activités. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécution. C'est lié à l'exécution. Ces outils peuvent aussi évaluer votre système de valeurs, Frédéric, et être capable de décoder, d'évaluer avec votre validation, bien entendu, par la suite, avec le rendu de ces outils, vous allez pouvoir valider, vous êtes le seul référent. C'est pas l'outil qui est le référent, c'est pas la méthode, et ce sera pas Philippe Gombaud. Mais par contre, voilà, vous allez pouvoir valider les centres d'intérêt sur lesquels vous vous appuyez dans la vie. Ces centres d'intérêt-là ne sont plus liés aux tâches et aux activités, ils sont liés directement à la motivation, c'est-à-dire finalement la finalité, le but de votre poste. Est-ce que vous êtes motivé plus ou moins par cette finalité? Et enfin, ils peuvent aussi évaluer jusqu'aux appétences mentales. Je veux dire par là l'appétit mental que vous pouvez avoir pour réaliser telle ou telle tâche, telle ou telle mission. Autrement dit, là, ce n'est plus lié aux tâches et aux activités, ce n'est plus lié à l'exécution ou à la motivation, c'est lié directement à la décision managériale. Qu'est-ce que vous allez mettre en priorité en termes de décision managériale? Mais alors, vraiment, plus précisément, en quoi ces outils pertinents vont-ils vous aider et vous aider à trouver cette meilleure façon de pratiquer ce que vous appelez le pouvoir
pour. Effectivement, je me rappelle là une citation de Gandhi. Alors je ne les connais pas toutes, mais celle-là m'a toujours beaucoup plu. Il dit que le plus grand des voyageurs, ce n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais c'est celui qui a fait au moins une fois le tour de lui-même. Voilà. Alors, une fois qu'on adhère à cela, eh bien, la connaissance de soi, ça va être le starting block du plan d'action pour un collaborateur, de son contrat de progrès pour atteindre des objectifs nouveaux. S'il n'a pas ce starting block, il peut toujours critiquer, il peut toujours avoir des objectifs, mais il est dans des sables mouvants. Il a besoin de la connaissance de soi. Que fait-on en connaissance de soi? On conscientise. On conscientise ses forces, on conscientise ses faiblesses et on conscientise ses limites. Et quand je parle de limites, peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions, mais je parle de limites sacrées. Il ne s'agit pas de dire que quelqu'un peut repousser ses limites facilement. Non, je parle là de la limite, de la limite, de la limite. On ne peut pas aller plus loin et ça se respecte. Évidemment, une fois qu'on a identifié ses forces, ses faiblesses et ses limites, eh bien, il faut à ce moment-là avoir un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir, grâce à cela, dessiner l'équivalence de l'environnement optimal de la personne, afin qu'elle puisse augmenter son rayonnement personnel, mais aussi son rayonnement professionnel. Alors, on l'a dit, vous êtes en écriture d'un ouvrage actuellement, et un des premiers chapitres de votre livre est intitulé « Quel rapport y a-t-il entre un couteau et votre collaborateur ?» Alors, quand vous parlez de vous, vous dites que vous êtes comme un couteau à beurre. J'aimerais bien en savoir davantage sur le sujet. Et vous dites que vous êtes aussi tranchant qu'un couteau à beurre? Oui, c'est ça. En fait, vous le savez bien, on n'est pas tous faits pareil. Surtout en termes de décision, de prise de décision. On peut être plus ou moins hésitant. En ce qui me concerne, je sais très bien que le fait que nous ne soyons pas tous faits pareil fait que nous avons des tendances différentes. La mienne ressemble plutôt à un couteau à beurre dans le sens où le couteau à beurre est légèrement arrondi. Il ne fait pas mal. Il ne cherche pas à faire mal. Par contre, il cherche à étaler, il cherche même parfois à dessiner le bord de la tranche de pain sur lequel on met le beurre. Nous l'avons tous fait. Voilà, c'est assez méthodique, hein, c'est une sorte de plaisir partagé aussi. J'aurais pu parler d'un couteau à pain aussi me concernant, dans le sens où j'apprécie parfois eh bien de trancher des situations au point que je vais être hésitant, je les tranche tellement, je les scanne tellement que je vais être hésitant pour prendre des décisions. Voilà. Alors, évidemment, le reproche qui peut m'être fait dans ce cas-là, c'est de procrastiner, d'être trop long à prendre des décisions, parfois extrêmement longs. Le couteau à viande, on en parle, on va à peu près explorer l'ensemble du tiroir à coutellerie. Voilà. Pour tout vous dire. Alors, justement, le couteau à viande, vous faites bien d'en parler maintenant, parce que c'est celui qui va me percevoir comme étant le plus lent. Le couteau à viande, lui, il est incisif. Il tranche. Voilà, il débite. Il va vite. Il risque même de vous couper si vous mettez la mauvaise main devant lui. Mais après, si vous saignez, ne venez pas lui reprocher que vous saignez et ne lui dites pas tu m'aimes pas. Pour lui, ce n'est pas une question de relation, c'est une question de situation. Il est tellement concentré sur son objectif que, évidemment, il va toujours chercher à aller le plus vite possible. Autrement dit, cette illustration-là du couteau à viande, c'est si vous avez un collaborateur qui ressemble à cela, qui coupe, qui tranche, qui est incisif, qui est impatient pour pouvoir trancher, ne mettez pas d'obstacle devant lui, surtout pas votre main. Je voudrais revenir sur un compagnon du quotidien qui s'appelle le couteau à pain, Oui. justement. Alors, le couteau à pain, c'est celui dont je parlais un peu tout à l'heure. C'est celui qui aime être à vos côtés au quotidien. Et puis, il accepte cette fonction routinière de couper le pain. Alors évidemment, maintenant, on a modernisé tout cela avec des couteaux qui tranchent toute une baguette d'un seul coup. Mais revenons à notre couteau à pain traditionnel. Il est méthodique. Il n'est pas forcé d'être rapide, il n'aime pas forcément la rapidité, et il évite de gâcher les tranches qu'il va couper. Voilà, et vous avez des collaborateurs qui ressemblent à cela, qui sont extrêmement dans la méthode, qui sont en même temps très certainement loyaux au quotidien.
Vous voulez dire une sorte d'incarnation de la régularité. C'est ça, exactement. De la stabilité aussi. Oui. Absolument. Bon, on va terminer par un couteau qu'on utilise parfois un petit peu moins, mais qui a son importance. Tout de même, c'est le couteau à poisson. Oui, alors le couteau à poisson, c'est un perfectionniste. Parce que lui, il va scanner le mets pour trouver l'arête. D'accord ? Donc si vous avez un collaborateur qui est tout le temps en train de scanner quelque chose et qui souhaite évidemment le faire à la perfection, bah, vous avez un couteau à poisson et qui aime aussi faire le nettoyage devant lui. Il veut que les choses soient alignées, il veut que les choses soient propres. Voilà, c'est ce que fait un couteau à poisson. Voilà, et bien, merci pour ce petit moment de coutellerie appliqué au management et à la personnalité de chacune et de chacun. Et finalement, dans l'entreprise, à quoi cela sert-il de reconnaître ces différences? À énormément de choses, beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce que le premier objectif qu'on devrait avoir dans le management authentique, c'est de faire baisser le niveau de jugement dans l'entreprise, ce qu'on appelle l'apriorisme. Hein. Voilà. Par exemple, vous savez qu'on a tous besoin de flexibilité pour accepter quelqu'un qui a des comportements différents de nous. Voilà. Donc à partir du moment où on tombe dans le jugement, on va déraper par rapport au management authentique. Ça me rappelle un petit peu, pendant le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, Frédéric, il y a eu un moment donné, du premier confinement, vous vous en souvenez? Tout le monde s'en souvient. Bah, bien sûr. Mais il y a eu un moment donné un spectacle extraordinaire à regarder, vignette par vignette. C'était le Boléro de Ravel. On a tous vu ça circuler sur les réseaux sociaux, en effet. C'est ça. Et j'ai été saisi par la beauté de l'orchestration qui était faite. Je ne parle pas seulement de l'orchestration musicale, même l'orchestration, la coordination, des vignettes qui allaient s'ajouter les unes aux autres jusqu'à ce que tout l'orchestre se mette à jouer en harmonie. Eh bien, les entreprises peuvent ressembler à ça. Elles peuvent ressembler à ça, elles peuvent avoir une organisation aussi somptueuse parce que si le top management, je dis bien le top management, s'il accepte d'orchestrer les préférences de ses collaborateurs, il va obtenir définitivement l'harmonie. Et l'harmonie va être durable, elle va être stable. Alors évidemment, pour affronter les situations de crise, c'est extrêmement important. On peut faire, à partir du management authentique, on peut faire des applications comme cela au management lui-même, bien sûr, mais on peut le faire à la synergie d'équipe, on peut le faire au recrutement, on peut le faire à la mobilité interne, on peut le faire à la gestion des conflits. Voilà, il y a énormément d'applications, et même à la vente et à la relation client, voilà, qui peuvent être faites. Vous dites également qu'il n'y a de bons managers que celui qui sait orchestrer les préférences de ses collaborateurs. On en a parlé. Alors, comment naissent ces préférences et comment chacun peut-il les reconnaître pour aspirer à optimiser sa fonction? Voilà, optimiser la personne dans sa fonction, c'est l'objectif prioritaire, évidemment, pour toutes les entreprises. Et il va falloir, on va semer une idée pour les prochaines émissions, si vous voulez bien, il va falloir réaliser que notre collaborateur est un diamant, qu'il est unique. Vous êtes unique, Frédéric. Je l'espère. Ben oui, voilà, il n'y a pas deux Frédéric Chotard, et même s'il y avait un autre Frédéric Chotard sur Terre, il ne peut pas avoir votre ADN ni votre empreinte de doigt. Voilà, donc à partir de cette unicité, ben vous avez de la valeur, vous êtes précieux. C'est ce qu'on pourra développer, si vous le souhaitez, dans le cadre d'une autre émission. Merci Philippe Gombaud pour ces précisions et cette présentation franchement hyper intéressante du management authentique. Merci à vous. Alors, nous comprenons bien que les managers d'aujourd'hui doivent être en mesure de s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et prendre des décisions rapides pour assurer la croissance de l'entreprise. Ils doivent également être conscients des impacts sociaux et éthiques de leurs décisions et face à une pression pour être rentable et compétitif constamment présente, les managers doivent en particulier veiller à travailler de manière responsable et éthique en respectant les lois et les normes sociales en vigueur. Nous l'avons vu, la complexité du management d'aujourd'hui nécessite des leaders agiles, capables de prendre des décisions éclairées et de s'adapter aux défis en constante évolution. Merci à nouveau Philippe Gombaud. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt pour une nouvelle émission Le Coin de l'expert. 15 minutes pour maximiser son potentiel managérial. À très vite.